Ben voilà, hein, Montréal, hein, c'est joli, hein. Et je vais peut-être pas m'amuser à trop bouger la caméra. Voilà, actuellement 12h30, heure locale. J'essaye quand même qu'on voit à travers la vitre, ouais. Non, un petit peu là comme ça. Coucou! Ouais, voilà, un homme heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ouais, voilà, bienvenue pour ce Parlons Maths numéro 3. Première fois à Montréal pour le stream. Bah c'est bien, vous avez assez vu la vue pour aujourd'hui là. On va s'installer tout doucement. Voilà, ouais. Bon, nouveau canapé, hein, donc, pour quelques semaines. Ça, c'est cool. Je vais aller me chercher un petit verre d'eau quand même, avant de véritablement démarrer. Bah ouais, voilà, je suis arrivé à Montréal donc jeudi, comme je vous l'avais dit au dernier Twitch. Donc jeudi soir, il était, pour ainsi dire, 20h heure locale. Et je suis content, hein, tout le trajet s'est plutôt bien passé. En vrai, j'ai pas eu de grosses emmerdes sur la route. Le train, donc partir de Leeds vers 10h40, donc heure Royaume-Uni, puis après descendre à Londres, arriver à Londres 13h, et puis après le métro londonien jusqu'à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport, il était 14h, un peu plus de 14h, 14h20 je crois, et le vol était à 18h, donc pas trop de problème, voilà. Et j'ai eu juste un petit souci d'enregistrement, mais j'ai compris, et je trouve ça bizarre, mais j'ai compris que c'était parce que j'avais pas d'AVE. Alors notez-le bien, si un jour vous voulez partir au Québec ou peut-être au Canada de manière plus générale, il faut avoir rempli un petit visa appelé l'AVE. C'est un petit papier qui permet d'avoir une certification d'entrée au Canada. Un peu comme l'ESTA, sauf que c'est beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins chiants au Canada, hein, voilà. Vous n'avez pas le type de question, est-ce que vous êtes un terroriste déjà? Vous n'avez pas ce type de question. Mais ouais, il y a deux, trois petits trucs à remplir. C'est assez rapide à faire. Et puis bah, à la fin, on reçoit une confirmation électronique comme quoi on a bien la VE. Et bah, c'est enregistré dans les données de notre passeport. Donc on n'a pas de document officiel disant ça, on a juste un mail qui confirme qu'on a bien la VE. Et après, bah, en passant à la douane, ils vont le voir par eux-mêmes que en effet le passeport a la VE. Et donc oui, je trouve ça bizarre que j'avais pas d'AVE. Pourtant j'en avais un, notamment tout du long où j'ai été étudiant. Voilà, j'ai quand même fait quelques années avec un permis d'études que j'ai même dû renouveler. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant. Parce que normalement, avec ça, tu as une AVE automatique et l'AVE, c'est valide pendant 10 ans. En tout cas, tant que tu ne changes pas de passeport entre deux, j'ai pas changé de passeport entre deux. Euh, et donc, bah, j'ai été assez surpris de voir que on ne voulait pas accepter mon enregistrement parce que j'avais pas fait la VE. Donc, j'ai fait la VE en fait le matin même et j'ai eu la réponse très vite, très très vite après, genre 2 minutes après avoir rempli la VE. Et puis après, à partir de là, j'ai pu m'enregistrer. Voilà. Donc, bon, très bizarre. Je dois avouer, très très bizarre, mais faut croire que bah, je ne l'avais plus, la VE, et je pensais que c'était valide 10 ans. Bon, écoutez, voilà. Donc, ne pas tomber dans ce genre de piège. Bon, bah ouais, on va peut-être démarrer là. Les graphes planaires. Alors, je vais pas vous parler tout de suite de ce que c'est un graphe planaire, mais je vais vous donner une petite énigme. Si vous la connaissez pas, eh bien, ça sera super de la découvrir pour vous. C'est l'occasion. Je vais parler du problème des trois maisons. Alors, c'est quoi le problème des trois maisons? Bah, vous avez trois maisons, on va les numéroter de 1 à 3.
et vous voulez les raccorder à des sources d'énergie qui sont importantes pour la vie de la maison. Donc vous avez, on va dire, pour simplifier, trois sources d'énergie majeures. Vous avez, disons, l'électricité, que je vais noter juste A, hein, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc vous avez une usine d'électricité, vous avez une usine, donc attendez que je me le fasse bien, vous avez une usine à gaz, et puis vous avez une usine d'eau. D'accord? Donc on a électricité, donc électricité, on a dit gaz et eau. Le but du jeu, c'est d'essayer de raccorder ces trois maisons. Donc il faut essayer de raccorder ces trois maisons de façon à ce que tous les tuyaux que l'on doit construire soient sur le même plan. Donc c'est-à-dire qu'il est impossible de faire passer un tuyau au-dessus d'un autre. Faut se donner cette contrainte. On veut essayer de dessiner euh, un tuyautage, ou en tout cas un moyen de conduire les différentes énergies sans que cela ne sorte d'un plan. Donc, voilà le principe. Et donc, bah, les liaisons, on va les représenter par des droites ou des segments ou bref des courbes, surtout de manière plus générale, des courbes qui vont passer d'un point vers un autre. Ok, c'est ce qui va me permettre donc de définir un graphe. Un graphe, c'est en fait un ensemble de points et un ensemble d'arêtes. Arêtes qui correspondent donc à des courbes dont on se préoccupe pas forcément de la forme. C'est pas forcément le truc le plus important, mais on va surtout se préoccuper de d'autres caractéristiques du graphe. Vous allez voir ça dans quelques instants. Bref, donc énigme, vraiment faites pause, essayez même de le faire par vous-même. Je pense que c'est l'occasion. Essayez de raccorder chacune des maisons à chacune des sources dont a besoin la maison sans que aucun tuyau ne se croise. Donc ça va être l'objectif parce que si vous devez dessiner tous les tuyaux qui vous raccordent les énergies, vous devez faire en sorte que ces tuyaux, si vous avez comme contrainte de rester dans le même plan, il faut éviter que ces tuyaux ne se croisent. Alors, si on devait commencer, je vais commencer par dessiner la chose. Donc, si je commençais à dessiner en disant, bon, bah, 1, il doit être accordé sur A, B, C, j'ai pas trop le choix, donc je vais dessiner. J'ai A, B, C. Très bien. Je vais peut-être même mettre des couleurs, histoire que ce soit un peu plus clair à vous, pour voir ce qui se passe. Donc, je sais pas si je mets des couleurs sur les maisons. Je vais peut-être pas mettre des couleurs sur les maisons. Je vais mettre des couleurs sur les énergies, par contre. Je vais mettre des couleurs sur les énergies parce que ça va être très utile pour la suite. Donc voilà, là je viens de raccorder donc la maison 1 à toutes les sources d'énergie. Pour l'instant, pas de problème. Maintenant, je vais essayer avec la maison 2. Et vous allez voir déjà qu'avec la maison 2, ça va commencer à être un peu compliqué, mais ça se fait encore. À condition que vous n'avez pas de limite, hein, on va aussi ajouter ça. On va supposer que vous n'avez aucune limite sur votre parcours du plan. C'est-à-dire, vous pouvez très bien. Alors, bien sûr, le fait de dessiner des courbes va rendre les choses bornées, si vous voulez. Mais on va dire qu'on n'a pas forcément de limite quant à notre façon de raccorder les points dans ce dessin. Donc, alors ça c'est bon. Alors ensuite, si je recommence avec 2, donc 2, bah, je vais avoir, bah, par exemple, je vais le raccorder comme ça à A, je vais le raccorder comme ça à B, et puis je vais le raccorder comme ceci, à C, pardon, puis comme ceci à B. Donc là, bon, bah, ça va, pour l'instant, on arrive à raccorder la maison 2 à toutes les sources d'énergie sans qu'il y ait d'intersection entre les différents tuyaux du plan. Et c'est là où on va avoir un problème, parce que là, si vous voulez essayer de commencer à dessiner la même chose pour 3, bon, bah, je pense que vous pouvez voir que pour C et B, il ne va pas y avoir de problème. Mais par contre, pour A, bah là, problème. Vous avez une intersection. Alors maintenant, la question, c'est apparemment, est-ce que finalement, c'est possible, ce genre de choses? Est-ce que c'est toujours possible de construire un tel trafic de tuyaux? Enfin, est-ce que c'est possible? Et bon, apparemment, ça a l'air de ne pas être le cas, mais on peut se poser quand même la question. Peut-être que si j'avais placé la maison ailleurs, la maison 3 ailleurs, ou que j'avais dessiné mes tuyaux autrement, ça se serait passé autrement. Peut-être que je pourrais éviter cette intersection. Eh bien, je vais vous donner une explication rapide de pourquoi. Bah, en fait, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Alors, en fait, si vous regardez d'un petit peu plus près
le graphe planaire que vous venez d'obtenir, vous avez des composantes connexes qui découpent votre plan. D'accord? Donc vous pouvez constater, et je vais les colorier des mêmes couleurs que les couleurs de source. Par exemple, vous avez une composante connexe que je vais dessiner en rouge, qui correspond à l'extérieur du graphe, d'une certaine manière, si vous voulez. Voilà. Et dans cette zone-là, bah, vous pouvez constater que le point A n'appartient pas, donc l'électricité n'appartient pas à cette région. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres régions. Donc la région où on n'a pas moyen de le raccorder avec l'eau, c'est cette région-là. Et puis la dernière région, vous pouvez constater qu'en effet, hop, bah c'est pareil, vous avez une région qui malheureusement n'a pas B dans ses frontières, et donc B n'apparaît pas dans cette région. Eh bien, cette manière de visualiser pardon, la chose vous permet de conclure qu'en effet, il est impossible de dessiner une telle structure de tuyau juste comme demandé. Donc, c'est-à-dire que pour chacune des maisons, vous voulez les raccorder à l'électricité, gaz et eau, de façon à ce que ça reste dans le même plan et que les tuyaux ne s'intersectent pas. Tout simplement parce que bah, si vous vouliez dessiner une telle chose à partir de votre maison là va appartenir à l'une des composantes connexes. Et si j'appartiens par exemple à cette composante connexe, eh bien là, ça veut dire que je ne pourrais pas dessiner d'arc qui va de 3 vers A sans intersecter d'autres arcs. Si je suis dans cette région, eh bien si je cherche à dessiner un arc qui va relier 3 vers B, vous allez voir que malheureusement, je ne peux pas le lier directement, donc je ne peux pas lier 3 vers B malheureusement sans croiser de tuyaux. Et c'est pareil pour cette région-là. Là, je ne peux pas dessiner un arc qui va de 3 vers C sans intersecter un des autres arcs du graphe. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que bah, en fait, ça veut dire que le graphe qu'on appelle le graphe complet biparti, ça c'est ce qu'on appelle le graphe complet biparti. Alors je vais expliquer ces termes dans quelques instants. Le graphe complet biparti n'est pas planaire. Et nous venons de démontrer rapidement, alors bien sûr, il y aurait quelques petites subtilités à compléter, comme le fait qu'on dessine des courbes et qu'on utilise le théorème de Jordan pour justifier qu'il y a bien obligatoirement une intersection entre l'arc qu'on veut dessiner et les arcs du graphe, etc. Enfin bref, il y a aussi d'autres arguments, on va en parler d'ailleurs d'ici quelques instants, mais il y a aussi d'autres arguments qui vont être utilisés pour justifier que ce graphe n'est pas planaire. Mais donc voilà, la réponse au problème, bah, c'est que malheureusement, il n'y a pas de solution. On va être obligé de dessiner ce graphe, non pas sur le plan, mais malheureusement sur une surface de genre supérieur. Et donc bah, ça nous amène à une première définition que j'aimerais amener. C'est la définition de genre pour un graphe. Donc, comme je l'ai fait comprendre, un graphe, c'est un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes. Alors, déjà, rien qu'en ayant écrit ça, plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce que ici je parle d'un graphe orienté? La réponse ici est non. Donc, c'est-à-dire que pour moi, vous avez pas, dès que vous mettez une arête, l'arête est lisible dans les deux sens. D'accord? Donc vous pouvez aller de A vers B comme vous pouvez aller de B vers A. La deuxième chose que vous pouvez vous poser comme question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire des arêtes multiples? Donc au sens où j'ai le droit de faire plusieurs fois une arête qui va de A vers B pour A et B des sommets du graphe. Euh, bon, là, ici, pour simplifier, on va dire que non. Mais bon, vous allez voir que dans certains cas, on va peut-être l'accepter un petit peu dans certains dessins. Mais bref, pour simplifier, pour l'instant, on va dire que non. On n'a pas le droit à des arêtes multiples. Si on voulait les considérer, dans ce cas-là, notre ensemble E, ça serait plus vraiment un ensemble, ça serait ce qu'on appelle plutôt un multi-ensemble. Enfin bref, voilà, petit aparté. Et puis, autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le graphe est fini? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un nombre de sommets fini et un nombre d'arêtes fini? La réponse ici est oui. D'accord, juste pour simplifier les choses.
Très bien. Pareil, on pourrait aussi supposer d'autres trucs sur le fait est-ce que le graphe est connexe, etc. Bon, voilà, il y a plein de définitions qu'il faudrait que j'amène. Je vais pas les amener. Pour moi, un graphe, c'est donc un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes, avec quelques considérations que j'ai commencé à donner. Et puis voilà, on va dire, on va se contenter de ça. Donc je me donne un graphe, ok. Et puis on peut représenter, on peut plonger, on va dire ça comme ça, plonger le graphe G dans une surface S. Surface. Alors ici, encore une fois, pour simplifier beaucoup de choses, la surface, je vais considérer que ce sont des surfaces orientables, compactes, etc. Et donc, je vais pouvoir utiliser la classification dont j'ai déjà parlé, classification du genre, donc classification par genre, des surfaces par homéomorphisme. Et donc, ce que j'appelle plonger le graphe dans une surface, c'est exactement dessiner un graphe. Hein, donc, c'est ce que j'appelle dessiner. C'est une façon technique de dire que je dessine, donc dessiner G dans S. Donc, autrement dit, pour dessiner G dans S, alors imaginons, je prends comme surface un tore, ok? Et bah, si je veux dessiner un graphe, donc disons, bon, je vais essayer de faire un exemple un peu intéressant. Donc, si je fais ça, tac, ça par exemple. euh, Ouais, bon là, je vais peut-être autoriser. Bon, finalement, j'ai peut-être autorisé d'aller vers le même sommet, peut-être. Donc, je vais. Voilà. Et puis, par exemple, ça. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de plonger le graphe. Donc, ici, donc dans cet exemple, j'ai considéré le graphe donné par les sommets. Il faut donner enfin, éventuellement des noms. Donc, les sommets, c'est les trois points que vous voyez dans le dessin. Et les arêtes, ce sont les courbes. Voilà. Donc voilà, ça, ce serait un exemple d'un plongement d'un graphe dans une surface. Donc vous dessinez votre graphe sur votre surface. Et donc on appelle genre d'un graphe, eh bien le genre minimal, le genre minimal de la surface de S, tel que les arêtes ne se croisent pas, donc tel que les arêtes du graphe G ne s'intersectent pas. Donc voilà comment on peut définir un genre. Donc là, les arêtes, il faut vraiment les voir comme des courbes sur la surface, ok? Des courbes continues, bref, avec bien sûr toutes les conditions qu'il faut pour que les choses marchent. Et donc, bah voilà, ce que je demande, c'est de pouvoir dessiner mon graphe sur une surface d'un genre donné, mais il faut aussi déterminer le genre le plus petit dans lequel je peux dessiner ma surface. Par exemple, si je considère, donc là, je vais dessiner un exemple de graphe assez sympa. Hop. Donc, si je considère le graphe suivant, donc là, le graphe suivant, c'est aussi ce qu'on appelle un graphe complet. Là, cette fois-ci, sans bipartie. Alors, un graphe complet, ça veut dire que tous les sommets sont adjacents à tous les autres sommets. Donc, c'est-à-dire que pour tout A, B dans les sommets de mon graphe, eh bien, AB est toujours une arête du graphe. Ah, donc, c'est ça que ça veut dire être un graphe complet. Donc là, c'est le graphe K4. Et comme vous pouvez le constater, je viens de le dessiner dans un plan sans qu'aucune arête ne se soit intersectée. Donc ça veut dire que hop là, le genre, le genre du graphe ici, c'est égal à 0. Bon, par contre, l'exemple K33 qui était le graphe biparti, donc si je prends maintenant le graphe complet biparti, euh, donc alors biparti, je vais expliquer d'ici quelques instants ce que j'entends par là. Donc je vais redessiner juste le graphe en ne me préoccupant pas de comment les arêtes interagissent.
tac, 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 et tac, tac, tac. Donc ça, en fait, le graphe biparti, c'est en fait le fait de dire que votre ensemble, votre graphe peut se couper en deux ensembles, un ensemble A et un ensemble B, de façon, donc là, biparti complet, hein. Là, je vais répondre aux deux trucs en même temps. Biparti complet. Donc de façon à ce que, eh bien, pour tout petit a dans grand A et pour tout petit b dans grand B, vous avez AB qui est une arête de E. Et vous n'avez pas plus que ça. Ce graphe biparti complet, on vient de démontrer que le genre, en fait, ne peut pas être égal à 0. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut dessiner ce graphe-là sur un tore? Alors, là, je vais tricher un peu, même si, bon, c'est pas une vraie triche. Je vais utiliser un revêtement universel de ma surface. Donc, en fait, c'était quelque chose dont j'ai fait l'amalgame, je crois, la fois dernière à propos du genre. Donc, prendre un revêtement universel, ça veut dire, bah, je vais découper ma surface. Encore une fois, je vais faire très simple, hein. Je vais découper ma surface en un rectangle. Et alors ici, il se trouve que ça va être un rectangle, mais c'est pas obligé que ce soit un rectangle. Je vais découper ma surface de façon à ce que cette surface, je la replie comme si j'avais une feuille de papier. Donc, c'est-à-dire que je cherche à savoir, topologiquement parlant et algébriquement parlant, donc c'est la topologie algébrique, hein, bien sûr, euh, comment est-ce que je peux réaliser le tore à partir d'une feuille de papier et que je cherche à identifier des côtés de cette feuille de papier. Donc, si je fais ça, alors je vais essayer d'utiliser des couleurs assez visibles, assez distinctives. Donc, il y a moyen de trouver comme revêtement universel un découpage, et c'est ça que j'avais confondu avec le genre. Je ne vais pas utiliser cette couleur parce que cette couleur a déjà utilisé pour mon problème. Tac, tac. Je vais prendre du jaune. Voilà. Et donc, bah, grâce à ce dessin-là, on a le revêtement universel qui est le suivant. Clac, clac. Où vous vous dites, bah, prenez votre feuille de papier et recollez les côtés qu'il faut recoller. Et donc là, les côtés qu'il faut recoller, bah, c'est ces deux côtés-là qu'il faut recoller. Et puis, il faut recoller ensuite les deux côtés violets. Les flèches sont là pour dire dans quel sens est-ce qu'on veut recoller les deux côtés. Donc là, ça veut bien dire que ce point-là, je vais le recoller à ce point-là. Ce point-là aussi, je vais le recoller à ce point-là. D'accord? Je pourrais très bien changer la façon de recoller un tel rectangle. Et dans ce cas-là, je vais me retrouver avec d'autres types de surfaces. Là, en l'occurrence, en faisant des recollements un peu bizarres, on peut par exemple réaliser le ruban de Mobius, si ça vous parle, ou également la bouteille de Klein. Je pense que ça sera l'objet d'un sujet à part, qui peut être pas mal à développer. Pour l'instant, je vais pas en parler davantage. Mais peut-être la semaine enfin pas la semaine prochaine du coup, mais peut-être dans 2 semaines. La prochaine fois qu'on fera un, un live Parlons Maths, on pourra peut-être en parler. Bref, donc voilà, je peux représenter un tore de cette manière-là. Et donc, bah, si je veux dessiner, par exemple, je vais faire un exemple, si je veux dessiner la courbe bleue sur cette surface, eh bien, je vais la dessiner comme ceci. Vous voyez, donc je compte surtout les intersections que je fais avec le rouge et le jaune. D'accord? Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais vous montrer que en effet, le genre de K3,3, c'est égal à 1. Donc si je reprends maintenant mon problème, j'ai 1, je vais essayer de le faire comme ça, 2, 3. Et puis, alors là, il faut que je me rappelle des couleurs. Donc je crois que j'avais mis en rouge A, en vert B et en bleu C. Et maintenant, même challenge, je vous propose d'essayer de dessiner le graphe biparti K3,3, donc relier encore une fois chacune des maisons à chacune des énergies, en dessinant les choses sur le tore. Et là, sur le tore, je tiens à rappeler qu'à chaque fois que vous allez passer à travers, donc si vous avez une courbe qui passe comme ceci à travers le jaune, il va revenir de l'autre côté. Ok? Et c'est pareil pour le violet. Sans changer de position, hein. D'accord? Donc l'emplacement où vous allez intersecter le point
où vous allez intersecter soit la courbe violette, soit la courbe jaune, cette intersection, il doit se positionner à peu près au même endroit. Donc là, si je voulais essayer de le dessiner, bah pareil, je vais commencer en disant bah 1, je le relie à A, à B, à C. Comme ceci. Alors maintenant, réfléchissons un peu. Si je fais 2 en me disant, bah, pourquoi pas, parce que là j'ai la possibilité de le faire, hein. Pourquoi pas essayer de dessiner 2 en me disant, bah, le A, je vais pas y aller en passant par là. Je vais peut-être essayer d'utiliser un petit peu le tore pour pouvoir dessiner mon graphe. Puisqu'on a compris que fallait pas essayer d'enfermer un des points dans une région. Alors, ce qui paraît être pas trop bête à faire, c'est de se dire, bon, bah, je vais rallier alors, est-ce que je vais y arriver comme ça? Donc, bon, je vais rallier par exemple 2 vers C, parce que bon, lui, apparemment, il n'y a pas trop de difficulté à faire ça. Même si je pourrais rallier 2 vers A, hein, ça serait pas forcément un problème. Mais bon, je vais faire un autre exemple. Donc, je pars de C, je vais vers C. Lui, il va aller vers A, et puis lui, il va aller vers B. Donc là, je me retrouve ici. Attention, hein, d'accord? Je vais peut-être le faire d'une couleur pour que vous puissiez bien le suivre après l'avoir lu. Après avoir vu le dessin. Donc si je dessine celui-là, clac, je vais être là, là, bah, j'aimerais bien aller vers B. Donc ce qui semble être pas mal pour aller vers B, c'est de remonter. Donc je vais là, et j'arrive ici. Voilà, donc je viens réussir de lier 1, 2, 3, comme je l'avais fait tantôt d'ailleurs pour le graphe planaire, sauf que là j'ai utilisé un petit peu la technologie du Tor, en fait pour m'assurer que je vais avoir la possibilité de dessiner une courbe qui va aller de 3 vers A sans qu'il n'intersecte les autres courbes. Alors maintenant, si je devais commencer à dessiner à quoi va ressembler les arcs pour 3, alors je vais commencer par faire les premiers arcs qui sont pas très difficiles à faire, de B vers C et de 3 vers B et de 3 vers C. Donc 3 vers C, je vais faire ceci. 3 vers B, je vais faire ceci. Voilà, donc ça va, c'est pas trop difficile à lire. Par contre, le dernier, bah, c'est là où il va y avoir un petit peu de challenge. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais partir par là. Alors jaune, c'est peut-être pas un bon choix. Donnez-moi une autre couleur, s'il vous plaît, messieurs, dames. Je vais peut-être mettre du gris. Alors, tac. Là, j'arrive ici, je vais monter parce que je ne veux pas intersecter marron. Et puis bah là, paf, j'arrive ici. Et voilà, je viens de plonger le graphe K33 dans le tore. Alors après, maintenant que je l'ai dessiné, vous pouvez vous amuser à le retranscrire sur le tore. Je ne vais pas m'amuser à le faire ici, mais vous pourriez vous amuser à le faire sur le tore. Puisque bon bah là il faut juste repérer ce qui est violet, ce qui est jaune dans le tore, et en replaçant les points comme il faut à 1, 2, 3 et A, B, C, ben normalement vous devriez être capable de dessiner les arcs sur le tore, de façon à ce que les arcs ne s'intersectent pas. Donc là je viens en effet de montrer que K33 est bien de genre 1, puisqu'il ne pouvait pas être de genre 0, et que là je viens de dessiner le graphe sur un tore, de façon à ce que les arcs ne s'intersectent pas. Alors, sachez que déterminer le genre d'une surface, enfin le genre d'un graphe, c'est difficile. Je pense que c'est bien de le notifier. Difficile. Tiens, donc difficile. Et donc, bon, bah, on va quand même arriver au titre d'aujourd'hui. Donc, les graphes planaires, hein, définition, je pense que vous l'aurez compris. Un graphe planaire, eh ben, c'est un graphe de genre 0. Voilà. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut quand même caractériser les graphes planaires? La réponse est oui. Et on a un théorème pour ça, qui s'appelle le théorème. Alors, je vais faire attention parce que le nom n'est pas si évident. Donc, c'est le théorème de Karatowski qui affirme la chose suivante. G est planaire si et seulement si G n'a pas de mineur. Donc, G ne contient pas de mineur euh, qui serait isomorphe, hein, si vous voulez. Isomorphe
à K5 ou K3, 3. Alors, c'est quoi K5, hein? Bah, si vous avez compris ce qu'était K4, je pense que K5, vous devriez savoir. En fait, bah, vous dessinez donc 5 sommets et vous devez dessiner toutes les arêtes qui relient chacun de ces sommets. Donc, vous avez ça, ça, les arêtes distinctes, hein, bien sûr. Au sous-entendant, vous ne devez pas partir d'un même sommet pour y revenir. Clac. Et il en manque un. Clac. Voilà, donc ça, c'est K5, K5 en fait. Et en fait, il se trouve que K5 n'est pas planaire non plus. Et c'est lié à un autre problème, hein, j'aurais pu commencer aussi mon exposé avec ce problème. Ça s'appelle le problème des 5 pays. Et en fait, le problème des 5 pays, c'est justement, bah, vous avez 5 pays. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir ces 5 pays qui soient frontaliers les uns aux autres, qui soient deux à deux frontaliers les uns aux autres? Et la réponse est que non. Il n'est pas possible d'avoir 5 pays qui soient frontaliers deux à deux. Euh, et donc, bah, voilà, donc ça montre que K5 n'est pas planaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par mineur quand même? Parce que bon, il faut que j'explique un peu ce que j'entends par là. Donc, j'entends ici que ce soit un sous-graphe, donc mineur de G, c'est égal à un sous-graphe de G plus contraction. Donc, c'est un graphe obtenu par sous-graphe et contraction. Donc, graphe obtenu par sous-graphe et contraction. Alors, qu'est-ce que j'entends par contraction? Eh bien, j'entends là que, en fait, à chaque fois que vous avez une arête, vous avez la possibilité de identifier les deux sommets qui sont sur ce même arête, sur cette même arête, et bah, vous allez en fait juste contracter. Donc, l'arête va devenir un seul point, et tous les arêtes qui arrivent à chacun des deux sommets vont être des arêtes qui arrivent à ce sommet qui identifie les deux. Donc là, vous avez à chaque fois que vous avez ça, vous identifiez les deux sommets pour donner qu'un seul point. Je vais vous faire un petit exemple juste pour vous montrer ce qui peut se passer. Donc si je m'amuse, clac, 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 clac. Est-ce que je fais un exemple? Bon, je peux essayer de faire un exemple où on voit pas forcément trop ce qui se passe. Très bien. Donc si je prends cet exemple-là, bah, par exemple, prenez un sous-graphe de cette chose-là. Donc bah, je sais pas, un sous-graphe, ça peut être tout simplement. Donc vous prenez les sommets en fait que vous voulez prendre dans votre graphe et vous allez prendre les arêtes qui restent encore vivantes entre ces sommets. Donc là en l'occurrence, bah, disons je vais prendre cela. Voilà. Donc ça veut dire que je vais prendre le sous-graphe donné par cette chose-là. Tac, tac. Et puis imaginons, alors j'ai oublié une arête. Et puis imaginons je veux faire maintenant une contraction. Donc si je vais essayer de faire une contraction, eh bien je vais dire que je sais pas, je vais considérer une arête, donc disons la jaune qui est ici là. Je vais considérer une arête. Alors, je suis en train de me demander si c'est la bonne arête que j'aurais dû prendre ou pas. Ouais, bon, peu importe, à vrai dire, peu importe. Si ça a de l'importance? Ouais, ça a peut-être de l'importance. Ok. Je vais peut-être prendre cette arête-là. Peu importe. Bah, à vrai dire, normalement, ça n'a pas d'importance, hein, mais je vais prendre cette arête-là juste pour que ce soit un petit peu plus simple. Et ce qui va se passer, c'est du coup que mon graphe va ressembler à la chose suivante. Donc, j'ai toujours mes quatre sommets comme ça. Et puis, je vais avoir un sommet jaune qui correspond à l'identification des deux sommets qui étaient sur l'arête jaune. Et du coup, bah, j'avais deux arêtes qui partaient ici et ici. Et j'avais aussi deux arêtes qui allaient ici et ici. Et bah, là, j'ai une arête double quand même. Voilà. Donc apparemment, j'ai ça. Donc voilà le graphe que j'obtiens. Et en fait, bah, ça, c'est un exemple de mineur, hein, du graphe. Ce que je viens d'obtenir là. D'accord? Donc en fait, vous prenez un sous-graphe et puis après, vous pouvez vous amuser à faire les contractions que vous désirez faire.
Et voilà, donc le théorème de Karatowski vous dit que bah, il faut regarder tous les mineurs du graphe et s'assurer qu'il n'y a pas de mineurs qui soient isomorphes à K5 ou à K33, qui sont les deux graphes que nous avons vus dans cet exposé. Alors, ça vous donne une possibilité d'algorithme, hein, en fait, dans tout ça, hein. Ça vous donne un algo, alors pas forcément des plus efficaces, mais un algo pour vérifier si G est planaire. Donc c'est pas si mal en soi. Mais on peut l'améliorer légèrement en utilisant quelques petits critères supplémentaires. Et je vais quand même le dire vite fait. Je vais essayer de prendre 2-3 minutes pour en parler. En effet, si vous avez un graphe planaire, eh bien, on va pouvoir utiliser la caractéristique de l'aire. Donc, si je prends bah, pour un graphe planaire, comme son genre c'est 0, je pense que vous pouvez vous attendre au résultat que je vais énoncer. Donc là, voilà un graphe planaire. Eh bien, si je m'amuse à calculer la somme du nombre de sommets euh, moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces. Alors ici, le nombre de faces, je peux le définir comme le nombre de composantes connexes que j'obtiens de R2 moins les arêtes. Donc là, le nombre de composantes connexes, j'en ai 1, 2, 3 et 4 à l'extérieur. Donc là, ici, dans mon exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, 8 arêtes. Ouais, c'est 8 arêtes. Attends, j'ai peut-être raté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, pardon. Je me disais, c'est pas 8, c'est 9. Sinon, ça marchait pas. Donc, j'ai 9 arêtes et puis j'ai 4 faces. Et cette somme fait 2. Et donc, bah voilà, hein, ça c'est la caractéristique de l'air. Donc, ça ne devrait pas être une surprise par rapport à ce que j'ai pu raconter la semaine dernière. Vous allez avoir une caractéristique de l'air qui vaut 2. Donc, en fait, pour n'importe quel graphe planaire, vous devez avoir cette égalité qui doit être satisfaite. Et donc, bah, par exemple, si je, alors je sais pas, je sais plus si ça marchait sur le graphe complet. Donc, on va. Ah ouais, non, je peux pas. Bah non, je peux pas parce que je peux pas définir des faces. Oui, ok. Donc voilà. Donc c'est là où il faut que j'utilise d'autres critères pour pouvoir m'en sortir. Donc les autres critères pour pouvoir m'en sortir, c'est la chose suivante. Alors c'est plus ou moins lié, parce que bon, c'est peut-être pas très direct, mais c'est plus ou moins lié à la caractéristique de l'air. On peut démontrer quelques inégalités qui sont à satisfaire entre le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces. Donc en effet, par exemple, on peut démontrer que, donc je vais en écrire quelques-uns, de manière générale, le nombre d'arêtes doit être inférieur ou égal à 3 fois le nombre de sommets moins 6. Si il n'y a pas de 3 cycles, alors il faut que le nombre d'arêtes soit inférieur ou égal à 2 fois le nombre de sommets moins 4. Et dernier point, le nombre de faces est inférieur ou égal à 2 fois le nombre de sommets moins 4. Voilà, donc on peut avoir d'autres petits critères qui nous permettent de vérifier si un graphe est planaire ou pas, même si ces critères-là ne sont pas caractéristiques d'un graphe planaire. C'est pas impossible que vous ayez un graphe qui n'est pas planaire et qui vérifie pas, et qui vérifie pardon ces différentes inégalités. Mais je crois que normalement, si je ne m'abuse, ce critère peut être utilisé pour K3,3. Donc là, pour K3,3, vous avez V qui est égal à 6, donc le nombre de sommets qui est égal à 6. Et le nombre d'arêtes, bon après le nombre de faces, là vous ne pouvez pas en parler, mais le nombre d'arêtes ici est égal à, donc là vous en avez 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Vous pouvez vous amuser à vérifier qu'il n'y a pas de 3 cycles. Et donc comme il n'y a pas de 3 cycles, eh bien vous devez avoir que 9 est inférieur ou égal à 2 fois 6 moins 4, si je ne dis pas de bêtises, et en effet 2 fois 6 moins 4, ça fait 8. Donc contradiction. Voilà, donc il y a une autre preuve possible, hein. Bien sûr, c'est pas la seule, celle que j'ai donnée là, mais je trouve que c'est la plus jolie, la plus visuelle possible. Voilà donc ici une autre preuve du fait que K33 n'était pas planaire. En effet, si on supposait par l'absurde qu'il était planaire,
on arriverait à une contradiction avec les inégalités qui sont à satisfaire concernant le nombre de sommets, le nombre euh, d'arêtes et le nombre de faces. Voilà, il y aurait beaucoup de choses encore à raconter sur les graphes planaires. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre Parlons Maths, on verra bien. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et bah, j'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu ce que sont les graphes planaires et puis deux, trois notions autour de tout ça. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve donc pas la semaine prochaine parce que malheureusement, voilà, il y a une conférence à laquelle je vais assister à Sherbrooke et donc bah, désolé, je peux pas, on peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc, et en même temps, je vous avais aussi dit que l'école du soir, bah, je pourrais pas les faire parce qu'avec le décalage horaire, hein, actuellement il est 13h, 13h22, alors que en France il est 19h22, donc il y a 6 heures d'écart. Et donc ça veut dire que dans la soirée en France, bah, ça sera l'après-midi à Montréal. Et bah, je pense que je préférais passer du temps en fait au laboratoire, discuter avec les gens à Montréal ou même dans d'autres circonstances, plutôt que de donner un live. Donc voilà. Là, ça va à midi, ça me dérange pas. Donc c'est pour ça que samedi dans 2 semaines, donc le 1er novembre, ça me posera aucun problème, même si c'est un jour férié, pour moi, peu importe. Mais euh, voilà, midi c'est très bien, midi et demi c'est très bien, et en plus un samedi c'est parfait. Mais en semaine c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, je veux profiter de mon temps à Montréal pour pouvoir discuter avec les gens du labo. En plus bien sûr de profiter de la ville, hein, ça, ça va de soi je pense. Bref, bah écoutez, sur ce je vous souhaite une bonne suite de soirée peut-être, ou même bon début de soirée plutôt. Bon début de soirée, et puis bah on se retrouve donc dans 2 semaines pour un prochain live, et sinon bien sûr sur YouTube avec les vidéos usuelles. Euh, Puisque bon, il y a des enregistrements qui sont faits, qui sont prêts à sortir. Il y aura le numéro du complément normalement, si je dis pas de bêtises, qui va sortir dans pas longtemps. Bref, voilà. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Voilà, voilà tout. Allez, je vais vous donner un dernier petit plaisir. Je vais vous remontrer à nouveau Montréal pour conclure ce live. Alors, je promets pas que je vais vous montrer Montréal à chaque live à Montréal, hein, faut pas déconner non plus. Mais bah allez, j'ai envie de vous faire plaisir en même temps. Là, on voit les couleurs de l'automne, mais alors, je vous raconte pas, là, Mont-Royal, ça va être incroyable à faire. Pas sûr que j'ai le temps de le faire aujourd'hui, mais je le ferai probablement dimanche, très probablement dimanche, en espérant aussi que le temps sera clément. Et je parle pas de quelqu'un qui s'appelle Clément, bien sûr. Voilà, blague pourrie, tout va bien. Salut, salut!